Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième capsule de votre cours d'algorithmique et programmation structurée. Aujourd'hui, on va faire notre premier programme en C++. On reprend là où on s'était laissé à la dernière capsule, c'est-à-dire avec l'exemple du programme qui calcule le volume des boules de bowling. On avait déjà fait nos deux premières étapes de notre développement, soit compréhension du problème, on a identifié l'intrant, l'extrant et une constante, et ensuite le jeu de test qu'on avait créé. On avait trouvé la formule mathématique pour calculer le volume d'une sphère, donc on sait où on s'en va, il ne reste plus qu'à le faire en C++. Donc, pour ce faire, on va utiliser Visual Studio, donc on va démarrer Visual Studio qui est un environnement de développement intégré. C'est un programme qui va nous permettre d'éditer notre code et de le compiler et de l'exécuter. On va créer un projet et une solution, on y revient tantôt, et on va écrire le programme dedans. Une fois notre programme écrit, il va falloir générer la solution. Générer la solution, on appelle ça aussi compiler en langage informatique. Compiler, c'est-à-dire prendre le code en C++ et le transformer en un exécutable, en un langage machine que l'ordinateur peut comprendre et peut exécuter. C'est la compilation. Et ensuite, on va exécuter le programme pour commencer à faire les tests, s'assurer que tout fonctionne avec notre jeu de test. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La première étape, donc, sera de démarrer Visual Studio. Donc, je vais le démarrer. Vous allez remarquer que la première fois que vous le démarrez, il va se passer quelque chose de particulier. Donc, on va le laisser s'ouvrir ici. Donc, la première fois, il va vous parler de connecter avec un compte. Donc, on n'est pas obligé absolument de s'en créer un. Vous pourrez vous en créer un si vous voulez, mais on peut tout simplement dire me le reproposer ultérieurement. Ensuite, les paramètres de développement, on va aller choisir Visual C++. Ça, on n'aura pas besoin de faire ça par la suite. On le fait une fois et il va s'en rappeler. Puis, on peut choisir comment on le veut, bleu, clair ou sombre. Donc, vous avez une idée un peu de genre de thématique de couleur que ça va donner. On peut changer ça par la suite de toute façon et on démarre. Donc là, ça va prendre un certain temps à démarrer. La première fois, c'est long. Donc, une fois que Visual Studio est démarré, ça va ressembler à ça. On se retrouve dans un environnement comme ça. On a l'explorateur de solutions à gauche qui est vide. C'est là que vont se retrouver les différents fichiers qu'on va utiliser tout à l'heure. Et on a une fenêtre vide au centre. Ce qu'on va vouloir faire, c'est créer un nouveau projet. Donc, on va aller dans le menu Fichier. On va dans Nouveau, et on va cliquer sur Projet. On ne peut pas écrire du code dans le vide comme ça. Le code va être écrit dans un fichier qui fait partie d'un projet. Et en plus, en Visual Studio, le projet fait partie d'une solution. Parce que la solution pourrait théoriquement comprendre plusieurs projets reliés. Pour l'instant, nos programmes vont être très simples, donc ils vont avoir un seul projet dans la solution, puis pendant un bon bout de temps au début, un seul fichier de code. Donc ça va être très facile, mais cet enrobage-là va être présent quand même. Ce qu'on veut faire comme nouveau projet, il faut s'assurer qu'on va le faire dans C++, Visual C++. On va aller dans la catégorie Windows Desktop et on va choisir l'assistant Windows Desktop comme type de projet. Donc, c'est celui qu'on prend. On va lui donner un nom à notre projet. Donc, par exemple, sphère. On lui donne un nom significatif, s'il vous plaît. Sinon, après, c'est difficile de s'y retrouver. Si vous faites les exercices, c'est une bonne idée de les nommer par leur numéro d'exercice, genre 1.1, 1.2, 1.3. Sinon, éventuellement, on ne sait plus quel qui est quel. L'emplacement, à vous de voir où vous décidez de créer votre fichier de votre projet, concrètement sur le disque dur. Vous pouvez le créer dans votre dossier Mes documents, qui est, si vous êtes en classe, là, en laboratoire, c'est un dossier qui se retrouve en réalité sur un serveur en quelque part. Ce qui fait que peu importe sur quel ordi vous vous loguez, vous avez accès aux mêmes fichiers Mes documents, les mêmes fichiers que vous avez mis dedans. Vous allez les retrouver partout. Le désavantage, c'est que si jamais on perd l'accès au réseau, vous ne pouvez plus travailler. On peut aussi le mettre physiquement, par exemple, sur le bureau, localement sur la machine, mais là, à ce moment-là, si on change d'ordinateur, on n'aura plus accès à ces choses-là. Donc, il faut faire attention où on le met. Plusieurs choisissent de travailler sur une clé USB. C'est une bonne idée d'en avoir une pour transporter nos trucs à la maison si on veut les consulter ou les terminer. Mais si on travaille directement sur la clé dès le départ, comme à ce stade-ci, tout va être beaucoup plus long parce que l'accès à la clé USB est plus lent qu'au disque dur. Donc, ce que je vous conseille, c'est de le créer localement.
par exemple sur votre bureau, et lorsque vous l'avez terminé, on verra après comment faire ça, vous pouvez le prendre et le transférer sur une clé USB, puis le transférer sur mes documents, pour en avoir des copies un peu partout. C'est très sage. Donc, vous choisissez où vous voulez le mettre et vous cliquez sur OK pour créer le projet. Là, il va vous donner une fenêtre avec différents choix. Ce qu'on veut faire, c'est une application console, entre parenthèses, .exe, et non pas une application Windows. On va travailler en application console dans le cadre de ce cours-ci. Qu'est-ce que c'est une console? C'est tout simple, c'est juste une simple fenêtre noire dans laquelle on peut écrire des choses. On a du texte écrit en gris et la console n'utilise pas de menu, n'utilise pas la souris, n'utilise pas de bouton, fonctionne juste avec le clavier tout simplement. Donc c'est évidemment un peu de la vieille technologie, on a l'impression, mais en réalité, c'est que ça nous permet de assimiler les concepts de programmation dans un environnement qui est très, très simple et où on n'a pas à se casser la tête à faire des menus avec des boutons puis gérer la souris, ce qui est quand même plus compliqué. On verra évidemment tout ça plus tard dans un autre cours. Donc, on y va avec l'application console. On enlève la coche en tête précompilée et on coche à la place projet vide. Donc, on veut un projet vide à la base, puis nous, on va y mettre ce qu'on a besoin. C'est plus facile aussi à gérer ensuite. Et on fait OK. Donc, notre projet va se créer. Donc, ce que Visual Studio va faire, c'est qu'il va créer une solution qui porte le nom de notre projet. À l'intérieur de cette solution-là, il y a le projet qui porte le même nom. Donc, ma solution Sphère porte avec le projet Sphère. Et dedans, il y a des dossiers qui sont vides. On va ultimement mettre des fichiers de code dedans. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire dès maintenant. Comment créer un fichier de code? C'est simple. On clique avec le bouton de droite sur le nom de notre projet. Et puis, dans le menu, on va choisir « Ajouter un nouvel élément ». Donc, je vous encourage fortement à faire tout ça au fur et à mesure que je le fais pour avoir une idée par vous-même de comment ça marche. Juste le regarder, on enregistre un peu moins. Donc, ne vous gênez pas pour le mettre à pause de temps en temps, aller faire la même affaire de votre côté, revenir et continuer comme ça. À la fin, vous devriez avoir exactement le même projet que moi avec le même code à l'intérieur. Donc, on ajoute un nouvel élément. On va ajouter, toujours en C++, un fichier de code qui est un fichier C++ qui porte l'extension .cpp. Donc ça, c'est le fichier qu'on veut ajouter. Et on lui donne un nom. Donc par exemple, on va l'appeler sphère.cpp. On n'est pas obligé d'écrire l'extension, il va la mettre tout seul. Et on fait ajouter. Donc lui, il va nous créer ici sphère.cpp dans le dossier fichier source, qui est dans notre projet, qui est dans notre solution. Donc, c'est l'arborescence dans laquelle on travaille. Et vous voyez que le fichier sphère.cpp, c'est automatiquement ouvert ici en haut dans un onglet et on est prêt à travailler. Ce qu'on a là, c'est un petit éditeur de texte, tout simplement, comme un petit traitement de texte dans lequel on peut écrire. Qu'est-ce qu'on écrit exactement? On veut écrire notre programme en C++. On sait comment on veut que notre programme fonctionne. On sait qu'il va d'abord lire les intrants. En fait, le seul intrant, il va lire le rayon. Ensuite, on sait qu'il va faire un calcul. Il va calculer 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Ça va nous donner le volume et il va afficher ce volume-là. Mais on a beau savoir ça, on ne peut pas écrire ça comme ça tant qu'on ne connaît pas un peu les bases du C++. Et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Premièrement, la première chose à savoir, c'est que votre programme, vous n'allez pas écrire le code directement dans le fichier loose comme ça. Il va faire partie d'une structure qui va être toujours la même. La structure contient 3 parties. Une en-tête, les bibliothèques et le programme principal dans lequel vous allez insérer votre code à mesure que vous le faites. L'en-tête, c'est ce qu'on appelle des commentaires. Toutes les lignes en C++ qui commencent par double barre oblique sont considérées comme étant des commentaires, c'est-à-dire que quand vous allez compiler votre programme, le compilateur va ignorer ces lignes-là. Ça lui dit à lui, ça ici, c'est pas du C++, c'est juste du français pour les humains qui lisent le programme. Toi, occupe-toi-en pas. On va faire toujours une en-tête à chaque fichier pour donner le nom du fichier, qui le fait, à quelle date et à quoi sert le fichier. Qu'est-ce qu'il y a comme programme là-dedans. Si jamais quelqu'un fait des modifications à un programme déjà existant, que ce soit vous-même ou quelqu'un d'autre, il pourra ajouter « modifié par telle personne à telle date pour faire tel changement ». Puis on a un peu un historique de ce qui s'est passé. Donc on va commencer par ça. On y va comme ça. 2 fois barre oblique. Et là, on écrit sphère.cpp. Programme créé par moi-même. Puis là, on met la date. Donc 17 août 2017. Puis là, le but, calculer le volume
d'une sphère à partir de son rayon. On va toujours y mettre ça. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire dans l'entête en plus, on va vouloir identifier ce qu'on avait choisi. L'intrant étant le rayon, l'extrant étant le volume, constante pi est égale à 3,14159, supposons. Et ensuite, le jeu de test. Le jeu de test, ben, on va avoir le rayon, le volume. Si le rayon est égal à 1, le volume est égal à, puis là, ben, on pourrait retourner voir dans notre jeu de test, 4,1887. Donc, c'est là, en fait, qu'on aurait fait ça, normalement. C'est ici qu'on va faire ça. Puis là, bon, je vous épargne le reste par la magie du montage. Et hop! Donc, normalement, c'est là qu'on aurait fait ces choses-là. Là, je les ai écrits avant, bon, dans une présentation, mais dans votre cas, vous allez commencer comme ça. Vous faites votre en-tête, le nom du fichier, votre nom à vous, la date, qu'est-ce que ça fait ce programme-là, et là, vous identifiez là, vos trucs. Les intrants, les extrants, les constantes, c'est possible qu'il y en ait plus qu'un dans chacune de ces catégories-là. Et le jeu de test, vous avez des valeurs pour les intrants, des valeurs pour les extrants que vous calculez vous-même. Et là, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a, je reviens à ma diapositive ici, on a les bibliothèques. Donc, les bibliothèques, ça, c'est ce qui va vous sembler être comme des formules magiques, arcanes et incompréhensibles. Pour l'instant, il faut juste s'habituer à écrire ça à chaque fois au début du programme. Qu'est-ce que c'est une bibliothèque? Ben, c'est un fichier qui contient des trucs déjà codés pour nous, des fonctions qu'on peut utiliser, qui vont nous permettre d'ajouter des fonctionnalités au langage C++. Parce que le C++, à la base, tout seul comme ça, ça ne fait pas tant de choses que ça. On a vite fait le tour des possibilités. Il faut y ajouter des bibliothèques qui, elles, ajoutent plein de fonctionnalités supplémentaires sans qu'on ait à se casser la tête pour les programmer nous-mêmes. Ici, on va inclure une bibliothèque qui s'appelle IOStream, qui veut dire Input Output Stream, donc le flux d'entrée-sortie. C'est ce qui va nous permettre, c'est très important et très utile, de lire des choses au clavier et d'afficher des choses à l'écran. Donc, on veut absolument inclure cette bibliothèque-là. Et on va utiliser l'espace de nom standard, donc Using Namespace STD. L'espace de nom, c'est comme juste disons, un gros espace qui contient tout un paquet de fonctions. Ça va permettre d'alléger notre code, d'écrire cette ligne-là au départ. Pour l'instant, c'est correct si vous ne comprenez pas beaucoup plus que ça, puis que c'est un peu flou à quoi ça sert. On débute. C'est la première fois qu'on fait du C++. Vous allez vous familiariser avec ça, puis éventuellement, vous allez tout comprendre. Pour l'instant, il faut s'habituer à les écrire. Je vous conseille fortement de résister à la tentation de toujours les copier-coller ou de les utiliser à partir d'un même fichier que vous reprenez tout le temps puis que vous modifiez pour vous habituer à ça puis connaître la syntaxe. Donc, chaque caractère est important. Il y a un dièse avant include. IOStream est entre des brackets plus petits, plus grands. Il y a un point-virgule après STD. Pourquoi le point-virgule? On va y revenir souvent. Ça, le point-virgule, en fait, c'est que chaque ligne de code C++ devrait se terminer par un point-virgule, excepté des rares exceptions, comme l'inclusion de bibliothèques, les commentaires, évidemment, ça, c'est pas important parce que c'est pas du C++, et quelques autres petites lignes, mais la majorité du temps, ça va être tout le temps un point-virgule à la fin pour indiquer que la ligne est finie. Et ensuite, la troisième étape, c'est de déclarer et d'ouvrir un bloc de code qui va s'appeler le main. Le main, c'est notre programme principal. C'est là qu'on va mettre le code. On ne peut pas mettre du code lousse directement ici. Il faut qu'il soit inclus dans des blocs qui ont des noms. On va voir plus tard qu'on pourra créer plusieurs de ces blocs-là avec des noms différents, mais il va toujours falloir qu'il y ait un bloc qui s'appelle le main et c'est lui qui fait le gros de la job. C'est lui qui est exécuté en premier. Comment on déclare ça? On écrit int main. On ouvre et on referme la parenthèse immédiatement. En dessous, on ouvre une accolade. Vous voyez que l'accolade fermante, ça s'écrit toute seule. Et c'est ici qu'on va écrire notre code. Donc ça aussi, ça peut avoir l'air un peu cryptique. Là. Pourquoi le int des parenthèses? On va s'habituer à ça, puis on va rapidement arriver à comprendre d'où ça sort quand le temps sera venu. Pour l'instant, vous le recopiez comme ça, sachant que c'est juste important. Et là, ben, c'est là qu'on fait notre code. Comment on va faire notre code exactement? Ben, il faut simplement connaître les différentes façons d'écrire ces opérations-là en C++. Première chose qu'on va faire,
on va devoir comprendre qu'est-ce que la séquence. La séquence, c'est quoi? C'est l'algorithme le plus simple, c'est la forme d'algorithme la plus simple. C'est une suite d'opérations qui sont toutes obligatoires et qui sont exécutées de haut en bas. Un exemple ici, on y reviendra. L'ordre est important. Donc, une séquence, c'est tout simplement une série de lignes qui sont exécutées une après l'autre de haut en bas. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière, il n'y a pas moyen d'en sauter une, il n'y a pas moyen de finir tant qu'on n'est pas rendu à la dernière. On ne peut pas s'arrêter avant, sauf s'il y a une erreur qui fait planter le programme, évidemment, mais ça, on ne veut pas ça. Ce qu'on va faire, c'est une séquence. Ce qu'on fait, c'est ça, c'est une séquence. Et là, notre séquence va contenir différentes opérations. Lecture de l'intrant, calcul, affichage de l'extrant, en gros. Bon, comment on va faire pour faire une lecture? Bien, on va voir comment lire au clavier, mais quand on lit quelque chose au clavier, il faut le stocker quelque part. Il faut le stocker dans une variable. Une variable en programmation, c'est un contenant à données. C'est un contenant qui porte un nom, dans lequel on peut mettre des données pour plus tard aller les rechercher quand on en aura besoin. C'est la grosse base de tout langage de programmation, être capable d'utiliser des variables, parce que sans les variables, notre programme ne peut rien retenir. C'est bien beau qu'il lise le rayon, mais s'il ne le mémorise pas quelque part, il l'a lu puis il l'a oublié aussitôt. Donc, il faut le stocker dans une variable. Donc, c'est important, pour pouvoir faire ça, d'avoir des variables. Une variable, comment on la déclare? C'est facile. Une variable, ça a un type et un nom. Un type, ça identifie quelle sorte de données on peut mettre dedans. Et le nom, ben, c'est tout simplement pour y faire référence. Ce nom-là doit contenir des lettres, des chiffres et des traits de soulignement, rien d'autre. Et on veut, ça c'est une question de normes, chaque compagnie où vous travaillez aura ses propres normes, mais dans le cadre de notre cours ici, on veut que le nom des variables débute par une majuscule suivie de minuscules. Vous aurez remarqué qu'on ne peut pas mettre d'espace à l'intérieur des noms de variables. Donc, si on a une variable qui contient plusieurs mots, on va les coller ensemble puis mettre une majuscule au début de chaque mot pour que ça se lise bien comme nombre d'étudiants. Le nom doit être significatif. Évitez des abréviations incompréhensibles ou des trucs complètement abstraits comme X, Y, Z, A, B, C. Éventuellement, notre programme va avoir des dizaines de variables, puis si leur nom, c'est juste une simple lettre qui ne veut rien dire, on ne s'y retrouvera plus, éventuellement. Donc, pour déclarer une variable, on va faire ça comme ça en C++. On va donner son type et on va lui donner un nom suivi du point-virgule comme chaque instruction. Les types possibles, on va utiliser, nous, dans notre cas ici, pour commencer, le type float, qui est un nombre réel, donc un nombre décimal, ou le type int, qui est un nombre entier. Donc, on choisit, est-ce qu'on veut que ça soit juste des entiers ou qu'on veut permettre les décimales. On prend un ou l'autre. Il existe aussi le char, le short, le double, puis le bool. On y reviendra dans une capsule subséquente. Dans notre cas ici, notre rayon, on aimerait bien pouvoir permettre les nombres décimaux parce qu'il n'y a rien qui dit que le volume va être tout le temps un nombre entier. Donc, on va le déclarer comme un float. Il faut d'abord prendre le temps de déclarer la variable pour ensuite pouvoir l'utiliser. Donc, on écrit simplement ceci, float rayon, et vous remarquez que l'éditeur de texte change la couleur des mots selon les mots qu'il reconnaît. Les mots réservés de C++ sont en bleu, les bibliothèques sont en rose, le reste du texte est en gris. Donc, le rayon existe. À partir de ce stade-ci, mon rayon existe, il est déclaré, je sais que je peux m'en servir. Ensuite, l'opération de lecture. Comment je vais la faire? Maintenant que j'ai un contenant où mettre ce que j'ai lu, je vais la faire en utilisant l'instruction cin. Donc, CIN, qui veut dire Console Input, donc entrée à la console. Donc, on lit l'entrée, ce qui est rentré dans la console. Et on va utiliser les doubles flèches plus grand que. Dans ce cas-ci, ça n'a rien à voir avec le symbole plus grand que. C'est simplement une redirection qui dit ce qui est lu à la console va être envoyé là-dedans. Va être envoyé dans quoi? Va être envoyé dans ma variable rayon. Donc, je lis à la console et je le stocke dans le rayon. J'ai fait ma lecture. C'est aussi bête que ça. Donc, vous avez ça ici. J'ai ma lecture. Bon, première étape, on peut même l'écrire en commentaire ici, lecture de l'intrant. C'est toujours permis de faire des commentaires n'importe où pour expliquer ce qu'on fait. C'est toujours plus clair ensuite si quelqu'un, ou même nous-mêmes plus tard, on relit notre code puis on se souvient plus de tout. Une fois qu'on a lu notre intrant, qu'est-ce qu'on veut faire?
Bien, on veut faire le calcul. On veut faire le calcul. On a notre formule, volume est égal à 4 tiers fois pi fois rayon au cube. Comment on va faire ce calcul-là? Bien, notre calcul, on peut le faire à la base de façon simple. On va dire, OK, 4 tiers, c'est 4 divisé par 3. Une division, c'est une barre oblique. Fois pi, qui est le symbole multiplication, c'est une étoile, un astérisque, fois le rayon au cube. Le rayon, comment on fait pour faire au cube? Pour l'instant, on ne se cassera pas la tête. On va juste faire fois le rayon, fois le rayon, fois le rayon. Voilà, donc ça fait rayon au cube. C'est un peu cheapo. On verra plus tard comment améliorer ça. Ça, c'est un peu la base de notre calcul. Mais pour l'instant, ce n'est pas une instruction C++ valide. Premièrement, ce qu'on remarque, c'est que oui, on utilise notre variable rayon. On dit va chercher dans la variable rayon la valeur, multiplie-la par elle-même 3 fois, multiplie ça par pi, multiplie ça par 4 divisé par 3, donc 4 tiers. Mais ce calcul-là, il fait un calcul, mais il ne retient pas la réponse nulle part. On a vu tout à l'heure qu'il faut tout le temps mettre la réponse, mettre ce qu'on veut conserver dans une variable si on veut pouvoir l'utiliser. Là, il fait un calcul en l'air. C'est comme si vous faisiez un calcul sur un papier, puis ensuite vous détruisiez le papier. À la ligne d'après, on n'a plus accès à ça. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre le résultat de ce calcul-là dans une variable. Pour ça, on va devoir se déclarer une deuxième variable. Typiquement, on va faire les déclarations de variables tout au début du programme, comme ça. Et là, on va se déclarer une variable également float, parce que le volume pourra être un nombre décimal. On va l'appeler volume, puis on met son point-virgule. Donc, je déclare que la variable volume existe. Maintenant, comment je fais pour y stocker le résultat de mon calcul? Bien, ça, c'est ce qu'on appelle une affectation. On va écrire comme ça, volume est égal à ce calcul. Quand on écrit le volume est égal à, dans du code C++, ce n'est pas une équation mathématique, ce n'est pas une égalité. Ça ne veut pas dire que ces deux choses-là sont égales. Ça ne crée pas une relation particulière entre ces deux choses-là qui fait que si je change le rayon par la suite, le volume va être automatiquement changé. C'est vraiment pas ça. Tout ce que c'est le symbole égal en C++, c'est prends la valeur qui est à droite et stocke-la dans la variable qui est à gauche. C'est ça que ça veut dire. Ça fait, prends cette valeur-là, si c'est un calcul, ben, il va le faire, il va arriver à une valeur, et cette valeur-là va être stockée dans le contenant, dans la variable volume. Puis après, c'est tout. Si on change rayon par la suite, volume, lui, il garde sa valeur. Puis ça ne veut pas dire que ces deux choses-là sont égales. Ça veut juste dire, prends ce qui est à droite, mets-le à gauche. Et ça, c'est une opération que vous allez faire souvent, souvent, souvent. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste pour rendre cette ligne-là valide? Bien, il nous manque le point-virgule à la fin. On avait déjà dit qu'il faut toujours un point-virgule à la fin de chaque ligne. Ou presque. Les seules lignes qui ne prennent pas de point-virgule à la fin, vous les avez déjà ici. L'inclusion de bibliothèque, la déclaration du main, puis les lignes qui sont des accolades. Tout le reste, ça va en prendre tout le temps. Et là, ben, il y a autre chose qui ne fonctionne pas. C'est même souligné en rouge ici. Le pi est souligné en rouge en disant identificateur pi non défini. Il ne sait pas c'est quoi pi. Nous, on le sait qu'on a décidé que ce serait cette valeur-là, mais le programme, lui, ne le sait pas. Il va falloir la lui donner. Et ça, c'est la constante qu'on avait tout à l'heure. Comment on va faire pour déclarer une constante? On va appeler ça une constante symbolique. On va faire exactement comme une déclaration de variable. La seule différence, c'est qu'on va spécifier au départ que c'est une constante. C'est une variable quand même à la base, en ce sens que c'est un contenant à donner. La seule différence, c'est qu'on va mettre la donnée dedans dès le départ, puis on ne la changera jamais. Quand on la met constante, en écrivant const ici avant, ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais modifier cette valeur-là dans le programme. Une variable peut changer de valeur à chaque usage, si on veut. Une constante, non. Ça implique qu'il va falloir lui mettre la valeur dès le départ dedans. À quoi ça sert d'utiliser des constantes? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser une constante? Est-ce que je ne pourrais pas, à la place, écrire directement le nombre que je veux utiliser pour pi ici? Ben oui, je pourrais, puis vous voyez que ça fonctionne, la ligne rouge a disparu. Par contre, c'est moins beau. Pourquoi? Parce que si c'est un nom, le code est plus facile à lire. Deuxièmement, si on l'utilise à 5 endroits différents dans notre programme, éventuellement, ben, on sauve du temps, on écrit juste le nom à la place du chiffre. Troisièmement, si jamais ce chiffre-là, on décide qu'on le change parce qu'on veut mettre pi 2 décimales plus précis, on n'aura qu'à le changer à un endroit si on utilise une constante, puis il va être changé partout. Tandis que si on a mis le chiffre directement un peu partout, il faut trouver ce chiffre-là puis le modifier. C'est beaucoup plus long pour rien.
Donc, on va prendre l'habitude de mettre en constante toutes les valeurs qui sont un simple nombre qu'on veut utiliser, qui représente un concept qu'on peut nommer. Par exemple, pi en est un, mais quelque chose comme pourcentage d'augmentation, ou mois rétroactif, ou nombre d'étudiants. Si on a quelque chose comme ça qui est connu d'avance, qui ne change pas pendant tout le long du programme, puis qui représente un concept qu'on peut nommer, on va utiliser une constante symbolique. On ne fera pas ça pour chaque moindre chiffre qu'on utilise. Ça ne sert à rien de faire une constante qui s'appelle 3 et qui contient le chiffre 3. Ça rend aucunement le code plus clair que d'écrire 3. Comme par exemple notre 4 tiers ici, ce n'est pas un concept qui peut porter un nom, c'est juste une variable, c'est-à-dire c'est juste une valeur comme ça. C'est une simple fraction. On ne va pas se faire une constante 4 tiers puis on va mettre 4 tiers dedans. Ça, c'est inutile. Faire une constante qui a plusieurs usages, c'est pas une très bonne idée non plus. Nombre de mois et nombre d'œufs. Le mettre à 12. Ça donne qu'il y a 12 œufs dans une boîte, puis 12 mois dans l'année, mais c'est pas des concepts qui vont ensemble. Ça n'a rien à voir de mettre ça ensemble. Mieux vaut les séparer. Des concepts qui sont extrêmement simples, comme le nombre de mois dans l'année, le fait qu'il y en a 12, c'est très connu, puis le calcul va être facile à comprendre quand on va dire on fait x12 pour avoir toute l'année. Pas vraiment absolument besoin que ça soit une constante. Remarquez qu'on pourrait. Mais ce n'est pas obligatoire. Dans notre cas ici, si on revient à notre programme, ben, on va avoir la constante pi. Fait qu'on écrit const, parce que c'est une constante, mais comme toutes les variables aussi, vont avoir un type, va être un type décimal. On lui donne un nom. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait immédiatement l'affectation de sa valeur dedans. On met le égal pour lui dire ce qui est ici à droite, doit être stocké dans le contenant qui est à gauche. Donc, on le prend et on le met dedans. Parce qu'après, on ne pourra plus le changer. Si j'écris plus tard pi est égal à 4, regardez, ça ne marche pas. Ça va me dire l'expression doit être une valeur modifiable. Autrement dit, pi ne peut pas être modifié. Tu ne peux pas dire on va mettre 4 dans le contenant pi. Par contre, on peut mettre quelque chose dans le rayon. Je pourrais dire que le rayon est égal à 4 ici. Et qu'est-ce qui se passerait? Ben, il prendrait le 4 et il irait le mettre dans la variable rayon. Et ce faisant, il écraserait la valeur qui était là précédemment. Parce qu'il y a quelqu'un qui a tapé une valeur au clavier. Et ici, ben là, il enlèverait ce qu'il y a là pour le remplacer par 4. Donc, une variable, on peut toujours changer sa valeur. Évidemment, dans ce cas-ci, on ne va pas vouloir faire ça. On veut conserver la valeur qui a été entrée par l'usager. Mais simplement pour vous montrer qu'une variable, on peut changer sa valeur quand on veut. Une constante, le seul endroit où on peut lui mettre une valeur, c'est à la déclaration. Notez aussi que j'ai utilisé le point pour la décimale. En C++, on ne peut pas utiliser la virgule. Dans le commentaire, on s'en fout ici, mais dans le code, c'est un point pour les décimales parce que c'est un système américain. Donc là, maintenant, pi, ici, c'est quoi? Et notre ligne rouge ici est disparue et il est capable de faire le calcul. Donc, on a notre calcul de fait. La prochaine étape, ça va être d'afficher le volume qu'on a calculé. Donc, comment on fait pour afficher à l'écran? Ben, c'est exactement l'inverse de quand on lit à l'écran, au clavier, pardon. On va faire cout à la place de cin, parce que cin, c'était console input, ben là, ça va être console output, donc sortie à la console. Les petites flèches de cin partent de la console et vont vers la variable pour prendre ce qui est dans la console et l'envoyer dans la variable. Ben, cout, c'est le contraire. Ce qui est dans la variable va être envoyé vers la console. Donc, on va faire les flèches dans l'autre sens. Et on va lui dire « écris le volume ». Donc, volume va être envoyé à la console. Il faut tout de même écrire cout en premier, c'est ça l'instruction. Et après, on met les flèches dans l'autre sens et volume. Puis là, on a affiché le tout. Là, pour l'instant, on a fait notre programme. Notre premier programme, C++. Ce programme-là, lorsqu'on l'aura compilé, va s'exécuter et il va exécuter une ligne à la fois dans l'ordre puisque c'est une séquence. Il ne saute pas de ligne, il ne revient pas en arrière, il va de haut en bas et il termine une fois qu'il a fait la dernière ligne. L'ordre est donc important. C'est très important de lire le rayon avant de l'utiliser dans un calcul. On ne peut pas d'abord faire le calcul et ensuite aller lire le rayon. La variable ne contient rien ici. Elle n'est pas définie. Remarquez qu'elle ne contient pas 0. Elle contient en réalité un nombre aléatoire sur lequel on n'a pas de contrôle. C'est une variable non définie. Si on l'utilise dans un calcul, il va utiliser cette valeur-là, ce qui est mauvais. On veut d'abord aller lire le rayon pour stocker un nombre voulu dans la variable. Ensuite, on fait le calcul et on peut afficher le volume une fois qu'on a fait le calcul, pas avant. Donc, l'ordre est très important de haut en bas.
C'est un ordre cohérent et logique. On lit l'intrant, on fait le calcul, on affiche le résultat. Puis là, ben, on se dit, mon programme est fini, j'ai l'impression que tout va bien. Comment on peut s'assurer de ça? Peut-être qu'il y a des bugs, on va devoir le tester. Pour faire le test, ben, on va générer notre code. Générer la solution, c'est ce qu'on appelle compiler le programme. Donc, on va dans Générer, on fait générer la solution. Et là, lui, il va convertir notre C++ en un exécutable binaire machine. Et là, ce qu'on veut voir dans la fenêtre de sortie à la fin, c'est génération 1 a réussi, 0 a échoué. Donc, il a généré un seul projet, parce qu'on en a juste un, et il a réussi. Il n'y a pas eu d'échec. Si ça fait ça, ça veut dire victoire, notre programme compile. Ça ne veut pas dire qu'il marche, par exemple. Ça veut dire qu'il respecte la syntaxe de C++ et le compilateur comprend ce qu'on a écrit. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne chose. Lui, il ne sait pas ce qu'on essaie de faire. Il sait juste que ça, il arrive à le comprendre et il va l'exécuter. S'il y a des erreurs de compilation, par exemple, si j'oublie l'erreur typique d'oublier un point-virgule, ben, ça me le souligne en rouge. Mais si je ne l'ai pas remarqué, je vais générer la solution. Là, il va nous dire « Ah, génération 0 a réussi, 1 a échoué ». Si on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qui n'a pas marché, on peut afficher la liste d'erreurs ici en bas. On clique sur « Liste d'erreurs », puis là, on va voir exactement. Si vous n'avez pas cet onglet-là par défaut, ou si vous l'avez fermé par inadvertance, vous pouvez aller dans « Affichage » et afficher ici la liste d'erreurs. Ça va la faire sortir. Puis là, ben, ça va vous dire, ah, vous voyez ici, il y a un point-virgule qui est attendu dans le projet sphère.cpp à la ligne 30. Si on double-clique sur l'erreur, il nous amène à la ligne. Remarquez que parfois, les noms des erreurs sont un peu vagues, et puis parfois, l'endroit où il vous dit que l'erreur se trouve, ce n'est pas le bon endroit. Il faut juste comprendre comment il fonctionne. Lui, il nous dit, c'est à cette ligne-là qu'il manque un point-virgule. Mais en fait, c'est au début de la ligne qu'il s'est dit, « Hey, j'ai pas vu de point-virgule encore, moi. » Donc, je mets l'erreur ici. Mais en réalité, le point-virgule, il allait à la ligne avant celle-là. Puis là, on la met. Puis les erreurs vont disparaître. Si on régénère de nouveau, hop, c'est généré. Et ça fonctionne. Je n'ai pas mis les autres commentaires. Ici, on pourrait mettre calcul du volume, affichage de l'extrait. Vous n'êtes pas absolument obligé de mettre des commentaires pour chaque ligne, mais ça peut être bien de commenter les différentes sections pour garder ça clair. Et si jamais il y a quelque chose qui est une passe qui n'est pas hyper évidente quand on lit le code pour quelqu'un qui ne sait pas ce que vous avez fait, vous pouvez ajouter des commentaires. C'est même possible de les ajouter à la fin d'une ligne de code en disant par exemple « rayon au cube ». Tout commentaire à partir du double slash jusqu'à la fin de la ligne va être ignoré par le compilateur. C'est juste pour nous. Donc là, il se génère. Est-ce qu'il fonctionne maintenant? Bien, on va l'utiliser, on va aller dans « Débugger » et on va faire « Exécuter sans débogage ». Remarquez que ce qu'on peut faire aussi pour aller plus vite, c'est de faire CTRL F5. Et en plus, je vous ai montré comment le générer, juste comme ça, mais si on l'exécute et qu'il n'a pas été généré, il va d'abord nous le générer. Comme là, il va nous dire « Voulez-vous générer le programme d'abord? » On peut faire « Oui ». Puis on peut même lui demander de ne plus afficher cette boîte-là, puis qu'on réponde oui, et il va toujours automatiquement le générer lui-même en l'exécutant. Donc, voici ma fenêtre de console. Là, qu'est-ce que c'est cette fenêtre-là? Ben, c'est là-dedans que vont se faire les différentes étapes de notre algorithme. Fait que la première affaire qu'il fait, c'est qu'il définit l'existence de rayon, il définit l'existence de volume, il définit l'existence de pi comme étant une constante qui a cette valeur-là. Ça ne paraît pas à l'écran, ça se fait dans sa tête. Et ensuite, il fait la lecture du rayon, donc il lit à la console et il va le stocker dans la variable rayon. Là, en ce moment, notre fenêtre semble ne rien faire, mais ce n'est pas parce que le programme ne marche pas, c'est parce qu'il est en train de faire la lecture. Il lit au clavier, puis il attend qu'on y rentre un chiffre. Fait que là, si je rentre un chiffre, puis je fais Enter, hop, il fait le calcul et il affiche le résultat. Et notre résultat est affiché ici. Remarquez qu'il écrit tout le temps « Appuyez sur une touche pour continuer ». Ça veut dire que ça, c'est pas nous qui faisons ça, ça se fait automatiquement. Puis ça nous laisse la fenêtre ouverte le temps qu'on regarde si ça fonctionne, puis on peut faire après n'importe quelle touche pour fermer. Donc le programme semble fonctionner. Ce qu'on va faire pour s'en assurer, on va vérifier notre jeu de test. On va le réexécuter, donc je vais faire directement CTRL F5, et là, ça va s'ouvrir ici. Et je vais essayer avec 1. Puis là, 1, ah mais comme c'est étrange, ne me donne pas la valeur que j'avais prévue. J'avais prévu 4,1887, j'obtiens 3,1459. Et étonnamment, j'obtiens la valeur de pi. Ça veut dire que c'est pas un hasard là, que ça m'a donné pi.
Si j'essaie de nouveau, je le réexécute, CTRL F5, et j'essaie avec 2. Là, j'obtiens non plus pas la bonne valeur. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans ce cas-ci, ce qu'il faut faire, c'est venir revoir le code puis s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur nulle part. On sait que pi est bien défini, il l'a utilisé correctement. Rayon fois rayon fois rayon, c'est bien le rayon au cube. Qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher? Bien, dans ce cas-ci, c'est un petit peu une attrape, là. C'est volontaire de ma part. C'est que lorsque on fait une division, et ça c'est très particulier, C++ fait ça comme ça, quand on fait une division de deux nombres entiers, comme 4 divisé par 3, lui, ce qu'il va interpréter, c'est « OK, tu divises des entiers, fait que ce que tu vas avoir comme réponse, c'est un entier. » Il va faire une division entière. Il va dire 4 divisé par 3, ça donne 1, reste 1. Puis il va juste nous afficher 1. Il va ignorer les restes. Il va faire un peu comme une division qu'on faisait en deuxième année du primaire, là, quand on ne se cassait pas la tête avec les nombres décimaux parce qu'on ne savait pas c'était quoi. Là. Donc c'est exactement ça. Il va dire 4 divisé par 3, ça donne 1, fois pi, fois le rayon 3 fois. Donc, si le rayon, c'était 1, ben, ça va être 1 fois pi fois 1 fois 1 fois 1. Donc, ça va nous donner pi comme réponse. C'est pour ça que quand on mettait 1 comme rayon, on arrivait à pi comme réponse. Comment on fait pour qu'il ne fasse pas ça? Pour qu'il ne fasse pas ça, on va rajouter 0.0 après nos nombres entiers. 4.0, c'est la même affaire que 4, mais pour le C++, ça lui indique « Ceci est un nombre décimal. Divisé par un nombre décimal, je veux donc une réponse décimale. » Et là, à ce moment-là, il ne fera pas une division entière. Il va faire une division naturelle, normale, avec les décimales qui vont être conservées. Et même, lorsqu'on travaille avec des floats, il est un bon usage de mettre un F à la fin des valeurs qu'on met dedans. D'ailleurs, ici, j'aurais dû le mettre pour pi. F pour float. C'est une petite particularité, c'est pas 100% obligatoire. La plupart du temps, vous ne verrez pas la différence, puis on vous expliquera un peu plus tard qu'est-ce qu'il y en est, mais vous pouvez prendre l'habitude. Quand c'est des floats, on met un F à la fin de la valeur pour indiquer que c'est un float. Donc 4.0F divisé par 3.0F fois le reste. Donc là, je me rendais compte que j'ai oublié ça, je recommence. Il va automatiquement recompiler. Et là, vous voyez, il va me donner une erreur. Il y a une erreur de compilation, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, on va répondre non, je ne veux pas continuer, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Une chose que vous pouvez faire, si ça vous arrive, quand il vous dit « je ne suis pas capable d'ouvrir l'exécutable pour écrire », il n'est pas capable d'écrire par-dessus, une chose qu'on peut faire, c'est aller dans le menu « Générer » et faire « Nettoyer la solution ». Nettoyer la solution, ça efface tous les fichiers qu'il aura compilés, qu'il aura créés à la compilation, puis on les recrée après. On peut redémarrer. C'est un petit bug qui peut arriver une fois de temps en temps. Donc là, je l'ai. J'écris 1. Et là, j'obtiens la réponse, 4,18979. Et là, si je vais voir ici, ben, c'est bon. C'est juste que, bon, j'avais arrondi un peu tout croche. Ça va être un 8 ici. Je réessaye avec mon nombre 2 pour voir qu'est-ce qu'il y en est. 33,5103. Donc, c'est bon. Évidemment, la valeur qu'on obtient là, ça dépend de la valeur de pi qu'on a utilisée. Si on prend un pi plus précis, on peut obtenir une réponse différente, plus précise. On l'arrondit ou pas. Donc, normalement, ce qu'on ferait, c'est qu'on testerait tous les cas de test pour s'assurer qu'ils fonctionnent tous. On n'oublie pas non plus, à la console, on ne met pas des virgules, on met des points. 3.5, 179,594, parfait. Et le dernier, 25. Alors, 65 449,8. La précision, vous allez remarquer qu'elle change, puis des fois, il y a des petites erreurs dans la dernière décimale. On va le voir plus tard qu'un float, c'est pas précis. C'est normal qu'il y ait des toutes petites erreurs d'arrondi. Et les cas d'erreur, ben là, nous, on les a pas, on n'a rien fait pour les prendre en charge. Si j'écris 0, il va me dire que le volume est 0. Parce qu'il va faire le calcul tel quel avec cette valeur-là. Si j'écris moins 1, il va me dire que le volume, c'est le volume négatif du 1. Pour l'instant, on les a identifiés, mais on n'a rien fait pour lui dire « Attention, quand c'est négatif, fais-le pas ». On va voir plus tard comment faire ça. Mais donc, on a testé. Tous nos cas sont corrects. Excepté ces cas d'erreur-là, on peut donc conclure que c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous resterait à faire à ce stade-ci? Ben, on pourrait tout simplement améliorer un peu notre programme en rendant ça plus clair. Par exemple, le fait que quand on l'exécute au départ, il attend qu'on entre un volume, puis on ne sait pas ce qui se passe. Ça serait bien s'il nous écrivait « Veuillez entrer le volume ». Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, on peut. On peut simplement
utiliser cout, pardon, pour faire de l'affichage. Donc, on sait que cout, ça envoie quelque chose dans la console pour se faire afficher, comme on a fait ici avec le volume. Qu'est-ce qui arrive si je veux afficher du texte? Pas une variable, pas le contenu d'une variable, mais bien une phrase, comme « entrer le rayon ». Bien, je peux le faire à condition de le mettre entre guillemets. Donc, j'écris « entrer le rayon », le point. J'oublie pas mon point-virgule à la fin. Et ça veut dire il va écrire cette phrase-là. Quand c'est entre guillemets, ça veut dire ce n'est pas des noms de variables qui sont là, c'est juste du texte. Réécris-le tel quel. Ce qui est entre les guillemets est une chaîne de texte qui va être écrite telle quelle. Les guillemets, eux, ne seront pas affichés à l'écran. Donc, il va afficher ceci à l'écran et ensuite, il va lire au clavier. Puis après, il va faire son calcul. Fait que si on regarde, par exemple, ce que ça donne comme ça, là, on se retrouve avec ça. C'est déjà beaucoup plus clair. Entrer le rayon, là, j'écris 1, puis il me donne une réponse. Ça serait cool aussi que la réponse soit clarifiée aussi. Que le appuyer sur une touche soit sur une ligne différente, puis que ça nous écrive le volume est, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Bien sûr qu'on peut. Donc, on va... Bienvenue à Bob le bricoleur. On va faire un cout encore pour afficher du texte. Ça, c'est facile, on vient de le faire. Donc, on va dire le volume est. Fait que notre texte est entre guillemets affiché avec un cout, les deux petites flèches qui pointent vers la console, et notre texte. Puis ensuite, il va faire un cout du volume. Donc, ça va s'afficher. Première étape, si on regarde ça, j'écris quelque chose, le volume est 2 points, et ensuite il affiche le volume. L'appuyer sur une touche, on n'a pas de contrôle sur son affichage. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de faire un Enter au bout de la ligne pour que lorsqu'il s'affiche, lorsque ça va s'écrire, il sera rendu sur une ligne en dessous. Comment on fait pour faire un Enter? Il faut connaître la constante, c'est un petit symbole spécial. On écrit cout et ce qu'on va couter, ça va être ENDL, E-N-D-L, donc end line, end of line. C'est ça que ça veut dire. C'est un L et pas un 1, trompez-vous pas, c'est end of line, fin de la ligne. Donc, quand on cout ceci, ENDL, pas de guillemets, là, parce qu'on ne veut pas qu'il écrive le mot ENDL à l'écran. On veut qu'il l'interprète comme une valeur qui est un retour de chariot, un enter, une fin de ligne. Donc là, si on fait ça, regardez comme c'est joli, il fait le cout, le volume est, puis là, il reste là. Ensuite, il fait un cout du volume, il écrit le volume, et ensuite, il fait un cout d'un enter, donc il fait un enter, et rendu là, la console a écrit son message, puis là, ben, il se trouve écrit sur une ligne en dessous. On pourrait en faire plusieurs. On pourrait, par exemple, mettre un autre endline avant. Ça dépend bien de ce qu'on veut faire. On pourrait le mettre comme ça. J'en fais un enter, ensuite écrire cette phrase-là. On peut en mettre autant qu'on en veut. Ça va nous permettre, par exemple, d'espacer comme ça. Donc, on y va comme on le sent. Fait que ça, c'est tout simple de faire un petit peu d'enrobage en sachant qu'on peut écrire des phrases à l'écran ou des mots entre guillemets avec le cout, ou on peut faire des enter aussi avec le cout en utilisant endline. Et même, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regrouper plusieurs cout consécutifs sur la même ligne en le faisant comme ça. Regardez bien ce que je fais. Je vais enlever le point-virgule et je vais mettre ça comme ça. Vous voyez, cout accepte ça. On lui dit, avec une flèche, écrit le volume est. Et là, on va séparer avec d'autres flèches. Ensuite, écrit le volume. D'autres flèches, ensuite écrit un Enter. Donc, ça va se faire un après l'autre. Il pourrait y avoir quelque chose après le Enter, puis ça serait sur la ligne d'en dessous, mais on continuerait ici, nous. Donc, écrit ça, suivi de ça, puis ça peut être aussi long qu'on a besoin. Ça revient exactement au même comme résultat. Vous voyez, il nous écrit la même chose. C'est juste que ça a pris une ligne au lieu de 3. Donc, c'est courant qu'on va utiliser ça comme ça, là, lorsque c'est très lisible, quand c'est pas très long. Évidemment, si on a 10 phrases à écrire puis que la ligne devient tellement longue qu'il faut scroller, c'est laid. Mais lorsque ça rentre bien sur une seule ligne, pourquoi pas? Donc voilà, rendu là, vous avez fait votre premier programme C++. Donc, si vous n'avez pas suivi à mesure pour faire la même chose de votre côté, je vous conseille fortement d'essayer de le faire maintenant, quitte à reculer la vidéo, regarder, mettre à pause, le faire de votre côté petit à petit pour arriver au même résultat et vous aurez votre premier programme que vous pourrez utiliser comme référence. On se revoit dans une prochaine capsule.